guerre fait rage entre les élus locaux de Sandiara. Après les conseils municipaux, c'est au tour de l'ex-PCR de la localité de la ville de tirer à boulet rouge sur le maire. Selon Alioune Faye, son successeur est un imbu de sa personne qui ne dit pas ce qu'il fait et qui ne fait pas ce qu'il dit. Selon l'ex-PCR, le maire cherche à jeter l'anathème sur tous ceux qui ne sont pas des bénis du oui-oui. Voici Alioune Faye, le PCR de Sandiara, au micro de Tchernoudaf. Si nous sommes sortis, c'est pour laver notre honneur par rapport à ce monsieur qui ne pense qu'à lui, qui ne raisonne que pour lui, qui ne veut que des bénis oui-oui. Nous ne sommes pas de cette catégorie. À Kouch, à Saman, à Nyanyar, les jeunes l'ont attaqué. Pourquoi? Parce qu'il a fait des promesses de campagne pour être élu maire. Et depuis là, il n'a plus remis les pieds dans ces villages-là. Obtenu les 83%, tous ceux qui ont voté non, c'est pour le sanctionner. Ce n'est pas pour le Parti socialiste. Ces jeunes à qui il avait promis presque 200 emplois, soit qu'il doit réaliser 5 usines ici. Où sont ces demandes-là? Ça traîne chez lui. Beaucoup de points qu'il avait initiés pendant sa campagne électorale pour la mairie, il les a laissés de côté pour faire autre chose. Aujourd'hui même, ces points qu'il met, ces différents points, je peux vous montrer la passation de services. J'ai cité dans la passation de services les 24 villages qui devaient être électrifiés. Et il a signé, le sous-préfet a contre-signé ça. L'électrification rurale. C'était acquis depuis août 2013. Tous les forages étaient fonctionnels. Il supprime tout au profit de ses propres intérêts et il veut maintenant nous jeter la tête. Ça, nous ne l'accepterons pas. Sur cette même lancée, toujours en réaction à la sortie hier des conseils municipaux et de l'ex-PCR de sa localité, le traitant de tous les noms d'oiseaux, Serigne Gueye Diop, le maire de Sandiara, déclare qu'il va déposer une plainte contre tous ceux qui ont proféré des propos accusateurs ou insultants à son encontre ou de ses collaborateurs. Écoutons les propos de Serigne Gueye Diop, recueillis toujours par Tchernoudaf. Financer des activités occultes ici dans la commune de Sandiara de par les gestions passées. Alors d'abord, il faut savoir que les carrières sont fermées maintenant. Cette commune de Sandiara, elle a toujours été gérée comme un bien personnel par tous les régimes qui sont passés ici. On sait que les parcelles ont servi à une clientèle politique, les parcelles, les terrains. On sait que les carrières ont servi à financer des biens personnels. On sait. Ces terres ont été désaffectées de la Caritas, réaffectées et votées, je crois, par la mairie. Je pense que c'est 30 hectares qui seront réservés aux HLM. Alors, on défie quiconque peut vous dire aujourd'hui que c'est des terres privées. De toute façon, c'est des problèmes qui sont diffamatoires et on sait que là, ce sera seulement à la justice de régler ça. Mais il va falloir qu'on trouve aussi une solution contre ces gens dont la langue, justement, sert tout simplement à salir de nos citoyens. Et ça, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer à des développements dans ces conditions. Vous allez porter plainte ou non? Alors, je peux vous dire que nous allons porter plainte contre ça. Parce que c'est la 3e fois. Nous avons toujours pensé que c'était des enfantillages. Mais nous pouvons vous dire que nous allons porter plainte et que ce sera la dernière fois que ce genre d'accusations seront portées contre nos citoyens. À présent, direction Khombole, où le poste de santé de Kermakodou a été privé d'eau depuis 6 mois. Les personnels et les populations dépassées par cette situation dénoncent l'attitude du maire. Selon eux, l'édile de la ville de Khombole refuse de payer la facture d'eau. Ils s'en ouvrent ainsi aux autorités étatiques pour que l'eau revienne dans les plus brefs délais. Les explications avec Gorgui Sambagnaï. Le poste de santé de Kermakodou à Khombole, presque 6 mois sans eau, la situation est devenue intenable. L'infirmière chef de poste sort de sa réserve pour faire part de son inquiétude. Depuis 6 mois, on vit vraiment des situations difficiles, surtout au niveau de la maternité. Nous rencontrons beaucoup de problèmes, surtout pour les femmes qui viennent accoucher ici. Les accompagnantes des femmes sont obligées d'amener des bassines d'eau pour nous permettre au moins de respecter les mesures d'hygiène. Et vraiment, c'est très dur, c'est très dur. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient à une période où la menace Ebola hante toujours le sommeil des populations. Désastreuse.
Vraiment, je le vis avec regret. Parce qu'au moment où le président de la République, M. Macky Sall, a mis sur pied son politique de couverture de maladies universelle pour permettre à chacun et à chacune de se soigner quand il est malade, au moment où la fièvre Ebola sévit en Afrique, surtout au pays des États de l'Afrique de l'Ouest, permettant ainsi à chaque structure hospitalière d'imposer à la population de se laver les mains avant d'entrer dans les hôpitaux et de se laver les mains au sortir de ces hôpitaux, je vois mal qu'on puisse couper l'eau d'une structure sanitaire. Au banc des accusés, le maire de la commune de Khombol, l'argument brandi par Pape Mboup pour arrêter de payer les factures d'eau est fallacieux, argue les populations. Le poste de santé polarise les quartiers Guinaouraï, Kermokodou et 7 villages environnants qui aujourd'hui est dans une situation très difficile, qui est la situation de manque d'eau. Cela a fait presque 6 mois. Jusqu'à présent, toujours les mêmes scénarios. Et le maire a fait une sorte d'oreille devant une telle situation qui l'intéresse à plus d'un titre. Joint au téléphone, le maire dénonce une cabale politique contre sa personne menée par ses adversaires. Pape Mboup dira à qui veut l'entendre que la mairie ne va plus régler les factures d'eau ni d'électricité des postes de santé, écoles et autres lieux de culte. Gorgui Sambandja Thiès, Walfadjri. Gorgui Sambandja, direction Bar, où les 113 villages de la commune situés dans le département de Gossas sont confrontés à toutes sortes de difficultés, notamment l'enclavement, l'absence d'électricité et un manque d'eau. À cela s'ajoutent les travaux domestiques chez les femmes et le chômage chez les hommes. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Mbar, cette commune rurale de 73 villages située dans le département de Gossas, est confrontée à des problèmes d'enclavement, d'accès à l'électricité et à l'eau. Les autorités municipales, en marge d'une rencontre, ont soulevé ces doléances. Mbar est une large commune. Mbar est constituée de 73 villages. Sur ces 73 villages, il y a un village qui n'en ont pas encore. L'adduction d'eau vers certains villages qui n'en ont pas encore. Aussi, sur ce, on attend des pistes de production, parce que vous savez, Mbar est habité par des agriculteurs. On a des problèmes des fois pour sortir le récolte et écouler ça. Sur l'éducation aussi, on a besoin aussi d'une nouvelle infrastructure, créer le nouveau lycée. Ici, c'est le CM qui abrite le lycée. Ça aussi, c'est une doléance que nous demandons. Si du côté des femmes, on note la pénibilité des travaux domestiques, chez les jeunes, on dénonce le manque d'emploi. Le financement des groupements féminins, c'est quelque chose qui est très important. Parce que, vous savez, les banques, ils ont un taux assez élevé. C'est pourquoi les femmes n'ont pas le courage d'aller chercher les financements eux seuls. Ils ont besoin d'être appuyés, comme le FONGIP, l'emploi des jeunes sur certains villages. Parce que actuellement, Mbar est regorgé d'étudiants diplômés. Sur ces villages, il y a des étudiants qui sont diplômés et qui n'ont pas encore d'emploi. Pour rappel, cette commune de Mbar, située dans le département de Gossas, est frontalière avec la région de Diourbel, d'où son importance stratégique. Toubambake, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Direction Louga, là-bas, les populations de Keur Bassine dénoncent le manque d'infrastructures sociales de base dans leur rappel d'ailleurs au président Macky Sall ses promesses de campagne. Une correspondance à Chilnia. Keur Bassine dans la région de Louga est une localité religieuse fondée en 1886 par El Hadji Malick Sy. Foyer religieux ardent, Keur Bassine est aujourd'hui laissé à elle-même. Le village est laissé à lui-même, raison pour laquelle on a besoin aussi de parler, de dire nos doléances, surtout sur le problème d'électrification. En fait, aussi, on peut aussi relever le problème lié à la communication. Je veux dire la route. Nous tous avons constaté pour venir ici, c'est un énorme problème, étant donné qu'il n'y a pas de route bitumée, alors qu'on en a besoin. Chaque année, il y a un gamme qui se tient dans ce village et il y a des milliers de pèlerins qui viennent pour y assister.
Donc on a besoin de tout ça. Construit sur fonds propres, sans l'aide de l'État, le poste de santé de Keur Bassine est presque fermé, faute de personnel. Aussi, le poste de santé n'a pas, comment dirais-je, un personnel bien nombreux, étant donné qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est-à-dire la sage-femme. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce village. Même l'école qui est là n'est pas clôturée. Elle a été créée depuis 1937. Ça aussi, c'est un autre problème. Keur Bassine manque aujourd'hui d'infrastructures sociales de base et l'électricité fait défaut. Il y a aussi un forage à des jets de pierre de ce poste de santé. Il a besoin de l'électricité. En grosso modo, je peux dire qu'il n'y a pas d'infrastructure digne de son nom créée par l'État. Si je peux m'exprimer ainsi, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce village. L'électrification, manque de routes, manque d'infrastructures pour les jeunes, manque de trop de choses. C'est pourquoi les populations qui s'estiment être laissées en rade interpellent les autorités pour enfin sortir Keur Bassine de l'ornière. Louga, Achille, Radio-Télévision Walfadjri. Le cadre unitaire des retraités affiliés à l'IPRES exige la révision à la hausse des pensions de retraite jugées dérisoires. Ces retraités, lors d'une rencontre à Pékin, ont également réclamé une plus grande implication dans le conseil d'administration de l'IPRES. Ils ont aussi dénoncé les ponctions de 200 francs sur les pensions pour le compte de certaines associations qui, selon eux, n'ont aucune utilité. Voici leur réaction recueillie par Théodore Semedo. Plus de 80, voire même 90% aujourd'hui sont en train de vivre des situations extrêmement difficiles et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, d'assurer les 3 repas, donc de payer la scolarité des enfants. Nous avons constaté que nos aînés, qui ont été les premiers à avoir la retraite, ils ont eu des pensions misérables. Et la cause est due à quoi? D'abord, des fois, il y a des défauts de versement de l'entrepreneur. D'abord, il y a des fois la petite durée du travailleur durant le temps professionnel. Et de cela, nous avons constaté que l'État, ou bien l'IPRES même, pour gérer le social des Sénégalais, mais malheureusement, on s'est retrouvé lâché par l'IPRES, surtout. Et d'une part, on peut accuser une certaine responsabilité des anciens dirigeants de l'État. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, nous sommes dans une sous-région où il y a la CEDEAO, où dans tous les autres pays qui nous entourent, vous avez la mensualisation, les gens perçoivent par mois, et les salaires, les pensions mensuelles des autres travailleurs de la sous-région sont plus élevés et que le coût de la vie sénégalais est meilleur que ces autres de la sous-région. Nous demandons que l'État du Sénégal fasse une certaine audit parce que nous, en tant que retraités, nous ne connaissons pas exactement ce qui se trouve à l'IPRES. Et que nous devons être informés à un certain niveau, nous devons être informés pour pouvoir savoir les possibilités de l'IPRES par rapport à ces affiliés, à ces retraités. Les 200, c'est parce qu'à l'époque, il y a eu des responsables d'associations de retraités qu'on a, le président Abdou Diouf avait créé, qu'il y ait des représentants des associations de retraités au niveau du conseil d'administration. Et ils ont choisi certaines personnes qui nous représentent là-bas, qui n'ont pas une voix délibérative, qui sont là-bas les mains croisées au conseil, ils ne disent rien, ils ne parlent pas, ils ne défendent pas les retraités. Donc avec cette situation-là, nous voulons que cette situation-là, quitte et qu'il y ait quand même que les retraités qu'il y ait que nous ayons une voix délibérative pour poser nos problèmes et savoir ce qui se passe à l'IPRES. Le congrès d'investiture du syndicat des transports routiers du Sénégal, Gora Khouma réélu pour un mandat de 3 ans à la tête du syndicat des travailleurs du transport devenu l'Union des routiers du Sénégal. Il plaide pour la baisse du prix du transport après celle opérée sur le carburant. Dans la foulée, ces transporteurs ne veulent plus de l'ouverture de la transgambienne et préfèrent la voie de contournement. Et donc, nous allons suivre ce reportage signé Birama Ndiaye et Chertidiane Ndiaye.
Gora Khouma est élu pour un mandat de 3 ans à la tête du syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal, devenu Union des routiers du Sénégal. Il affirme qu'il est dans son 3e et dernier mandat. Il exhorte les dirigeants de savoir partir à temps. Ce n'est pas le président qui doit limiter ses mandats. Mais c'est tous les leaders qui doivent faire de même. On ne peut pas gérer une corporation éternellement. Moi, dans mon compte syndicat, je ne suis pas contesté. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul doigt qui devant ce poste. Il n'y en a pas. Ça veut dire que nous travaillons la main dans la main. Mais depuis 2005 que je suis nommé secrétaire général, vraiment ça doit être fini. C'est pourquoi je dis que ça suffit. Je ne voulais même pas prendre ce nouveau mandat. Mais je suis obligé, parce que c'est la demande des camarades. Mais la date butoir, c'est 2019. Je l'ai juré de l'imam Moulay. Les syndicalistes plaident pour la baisse effective du prix du transport après celle du carburant. Nous sommes d'accord pour la baisse du prix du transport puisque nous avons obtenu une baisse du prix du carburant. Mais concernant le ticket du transport, c'est le ministre en charge de ce secteur qui doit procéder à la baisse. Commentant l'actualité portant sur la fermeture de la Transgambienne, Gora Khouma et ses camarades ne veulent plus de l'ouverture de la frontière gambienne, disent-ils. Pourquoi il est catégorique? Nous avons donné notre point de vue depuis la fermeture. C'est le président Yaya Jammeh, de son propre gré, qui a baissé ses barrières. J'entends parfois des syndicalistes qui disent que c'est nous qui ont barré ce faux. C'est le président Yaya Jammeh qui a baissé ses barrières en tant que chef de l'État. Nous, les institutions, les consignes qu'on avait données, c'est de faire le contournement. Mais on a trouvé que l'économie maintenant marche très bien. Nos mamans, nos soeurs, nos dames, au niveau de ce tronçon-là, les restaurations, tout ce qui est base de l'économie marche très bien, à merveille. L'Union des routiers du Sénégal tient toujours à la satisfaction des points de revendication. Ce congrès d'investiture était sous la supervision de Cheikh Diop de la CNTS-FC et du représentant du ministre des Transports. Justement, Birama Ndiaye, Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS, affirme que la baisse du carburant doit impacter positivement sur les denrées de première nécessité et sur d'autres produits. Il appelle au dialogue pour stabiliser le front syndical. Écoutons-le, ses propos sont recueillis toujours par Birama Ndiaye. Je dois rappeler que ça ne doit pas également être l'arbre qui cache la forêt des acquis que nous avons engrangés au niveau de la synthèse force du changement et au niveau du mouvement syndical. N'oubliez pas que les combats que nous avons portés pour la rectification des entreprises en difficulté et des mauvaises privatisations ont connu des succès éclatants parce qu'aujourd'hui Transrail a été repris, la Sunoor a été repris, la SAR aussi est en train d'être reprise, les ICS aussi. Et dans le secteur du tourisme, il y a eu des acquis. Dans le secteur du pétrole, nous venons de signer un pacte de stabilité sociale qui comporte énormément d'acquis. Donc, aujourd'hui, ce qui perturbe tous ces acquis, ce qui perturbe tous les consensus, c'est le passif qui doit être vidé. Donc c'est ça la priorité. C'est une revendication satisfaite. Il faut noter que depuis le mois de décembre à maintenant, en février, il y a eu 3 baisses consécutives. Ces baisses-là sont suffisamment substantielles pour qu'il y ait un impact sur le transport, il faut le dire. Il faut que des études soient faites également sur l'impact de ces différentes baisses, sur le coût de l'électricité, sur le coût du pain et sur le coût de tous les produits industriels impactés par le pétrole. Ça aussi, c'est une revendication que nous allons porter. Mais c'est un combat à mener. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les baisses sont suffisamment substantielles pour impacter les transports, impacter l'électricité, impacter l'eau et le pain et d'autres produits industriels. La plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, en marge d'une conférence de presse, a dénoncé l'inégalité de traitement dans le processus électoral entre le camp du oui et celui du non. Ces membres s'offusquent aussi du faible taux de participation noté lors du référendum. Un compte rendu de Ndiab Biteye.
La plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections après évaluation du scrutin a dénoncé les manquements notés durant la tenue de ce référendum du 20 mars. Déplorer la campagne médiatique qui avait été marquée par l'envahissement de l'espace par les panneaux appelant à voter le oui, alors que la campagne n'avait pas encore démarré. L'ostracisme donc de la RTS, où on a vu vraiment un parti pris manifeste à l'égard d'un camp. Nous avions déploré l'implication du président de la République dans la campagne électorale et les tentatives d'achat de conscience par la distribution de riz et d'argent. La PACT a aussi déploré le faible taux de participation dû à un rejet du projet constitutionnel proposé par le président Macky Sall, mais aussi les lourdeurs liées aux formalités du vote. Aujourd'hui, la lourdeur de nos procédures, vraiment en matière de processus électoral. Entre le moment où l'électeur s'inscrit, il va vérifier si son nom est sur la liste, il va retirer sa carte, ensuite il va voter. Pensons que la procédure est trop lourde. Il faut aller vers une simplification des procédures. Concernant l'avis émis par le député Abdoulaye Makhtar Diop d'obliger les Sénégalais au vote, le pacte pense que la solution est dans l'assainissement de l'espace politique et l'audit du fichier électoral. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme ou un militaire derrière chaque citoyen pour le pousser à voter. Je pense que les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel, de même que les pouvoirs publics. Est-ce qu'aujourd'hui, les programmes des politiques, sont attrayants? Réunissant cette organisation de la société civile, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections invite les politiques à tirer des leçons de ce référendum qui s'est illustré par un faible taux de participation. Niabité Yambao, les apéristes s'insurgent contre la gestion de leur parti. Les fonds sont remis à une seule personne, Abdou Karim Sall, qui en fait ce qu'il veut. Le directeur de la RTP accusé de freiner l'élan du parti dans cette zone. Youssou Seck, leur porte-parole, que nous écoutons au micro de Najib Sagna. Lors des locales de 2014, une bonne partie de la population de Mbao était mécontente contre Abdou Karim Sall. Parce qu'il avait lancé un slogan disant que les bouillis trahir Neymar. Ils ont réservé une sanction sévère pour le président de la République, n'importe quelle échéance prochaine. À cet effet, nous nous sommes levés, Manko Falat Maki, derrière le docteur Ali Diop, avec nos troupes sur terre, essayer de regrouper tous ces mécontents-là. Ce sont ces mécontents, dépourvus de moyens, et qui ont suivi le docteur Ali Diop, qui ont mis les cartes dans la caisse, mais pas l'argent d'Abdou Karim Sall. La population de Mbao n'a pas voté grâce à l'argent qu'Abdou Karim les a donné. La population de Mbao a voté grâce au docteur Ali Diop. Que ça soit clair. Nous attirons l'attention du président de la République, pour qu'il ne se trompe pas, croyant que c'est Abdou Karim Sall qui fait fonctionner Mbao. Abdou Karim Sall ne fait fonctionner rien du tout à Mbao. Omar Faye de Leral Askanui à Gouy Mouride, où il recevait les femmes de l'Est, il s'est indigné du comportement du gouvernement de Macky Sall qui a usé de la misère des femmes plutôt, pour arracher un oui lors du référendum et se prononçant sur la panne de machine à la DAF. Omar Faye, qui préfère même rire sous cap. Nous écoutons ces propos qui ont été recueillis par Najib Sagna toujours. Nous avons assisté à un Macky-random, mais pas à un référendum. Le régime de Macky a utilisé la misère de nos braves femmes pour bénéficier d'un oui. Et ça, c'est extrêmement grave. Avec des 10 000 francs, des 20 000 francs, des tentatives de financement inexistantes. Mais c'est fini. Ça ne passera plus. Le combat ne fait que commencer. D'ailleurs, nous allons exiger immédiatement le départ du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a parlé de 100 000, mais ce n'est pas 100 000. 400 000 Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Il a dit que la machine était en panne. C'est faux. La machine n'était pas en panne. D'ailleurs, à la veille des élections, il y a des militants de l'APR qui ont bénéficié de leur carte d'électeur. Il faut une refonte du fichier électoral. C'est un petit oui à la place d'un grand non. C'est une exigence populaire.
il faut que le ministre de l'Intérieur quitte. Et tant qu'il ne quittera pas, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Après cette actualité, place à l'actualité internationale qui nous mène en Afrique, en Amérique et en Asie, en Centrafrique d'abord. Retenez que des soldats français et des casques bleus sont accusés de viol au moment où Washington abrite le 4e sommet sur la sécurité nucléaire. Au menu des discussions, la menace terroriste en Inde, un autopont s'effondre et fait 25 morts au moins. Et nous allons suivre ce récit de l'actualité internationale qui porte la signature de Fatoumata Sey. De nouvelles accusations d'abus sexuels visent des casques bleus et des soldats français en Centrafrique. Plus d'une centaine de victimes présumées a été interrogées par l'ONU. Il s'agit en majorité de mineurs qui mettent en cause les soldats français de la force Sangaris, mais aussi les contingents burundais et gabonais de la mission de l'ONU en Centrafrique. Certains militaires auraient forcé les jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec des animaux, d'où l'indignation de Ban Ki-moon et de son porte-parole Stéphane Dujarric. La France a promis de faire toute la lumière sur ces allégations de viol, car seuls les pays d'origine des soldats accusés peuvent les sanctionner pénalement. Le mandat de la force Sangaris s'achève en juin en Centrafrique. Elle est présente dans le pays depuis décembre 2013. Après une journée largement consacrée à la Corée du Nord, le 4e sommet sur la sécurité nucléaire à Washington devrait se concentrer ce vendredi sur le terrorisme. Le président Barack Obama a d'ailleurs rencontré François Hollande lors d'une réunion bilatérale pour aborder cette problématique. Depuis les attaques à Paris et à Bruxelles, le spectre d'une bombe plane sur les discussions. Les dirigeants mondiaux redoutent de voir un engin qui disséminerait des particules radioactives. Le partage des infos des services de renseignement est donc plus souhaitable pour les représentants américains. Plus de 50 pays participent à ce sommet initié par Barack Obama en 2009. Toutefois, la Russie, qui dispose de l'un des arsenaux nucléaires les plus importants au monde, est absent à Washington. Et puis en Inde, l'effondrement d'un autopont à Calcutta a fait au moins 25 morts. Le bilan s'est alourdi ce vendredi à mesure que les secouristes s'employaient à dégager les décombres. Une centaine de blessés ont été secourus. Ce pont en construction s'est écroulé ce jeudi dans un quartier peuplé de la ville. Le drame a eu lieu à l'heure du déjeuner. 2 vendeurs se trouvaient là. Plusieurs véhicules étaient garés sous l'édifice. Des témoins disent avoir vu des boulons se détacher des poutres, puis un énorme fracas. C'est une portion d'environ 100 mètres qui s'est effondrée. Le chantier a été engagé en 2009. Il a pris beaucoup de retard. Il s'agit de construire une voie urbaine surélevée censée désengorger la circulation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Des accidents de ce genre ne sont pas rares en Inde et sont souvent causés par la négligence ou le non-respect des normes de construction. Maintenant, la dernière ligne droite de ce journal qui est consacrée à la revue de la presse. C'est signé Ousmane Sen. Bonjour, Mimi sur les plates-bandes de Macky, indique Walf Quotidien qui rappelle qu'Aminata Touré avait au lendemain des élections locales de juin 2014 quitté le gouvernement sur la pointe des pieds. Bombardé envoyé spécial du président de la République par la suite, l'ancien Premier ministre remplissant visiblement cette coquille vide ne manque pas de marcher sur les plates-bandes de Macky Sall. Celle qui disait naguère pour les transhumants, venir à l'APR ou à Benno Bokk Yakaar n'est pas un vaccin contre les poursuites judiciaires. N'est-ce pas Macky Sall qui indiquait que la République a besoin d'Ousmane Ngom, demande encore Walf Quotidien. Pour les détracteurs de l'ancien chef du gouvernement, celui-ci n'est pas seulement un adepte des prises de position publiques qui n'ont pas grand-chose à voir à sa fonction officielle et qui égratignent la volonté du chef de l'État. C'est elle encore, Aminata Touré, qui aurait souffert
souffler sur la braise qui est en train d'incendier le réseau des enseignants de l'Alliance pour la République. Le décryptage de Walf Quotidien qui va des affaires judiciaires à la transhumance à lire ce matin. L'AS avec la défaite du oui va de la Mauritanie à l'Italie et nous renseigne que ça a affecté le président Macky Sall et le chef de l'État envisage d'y envoyer des missions de clarification pour que la tendance puisse être renversée aux prochaines élections. Comment Macky Sall peut-il séduire l'électorat abstentionniste? L'interrogation en manchette dans Zoom Info, ce qui fait dire aux biétistes du journal Zoom Info que Macky Sall doit surveiller cette masse silencieuse qui n'a pas voté le 20 mars dernier et qui pèsera lourdement sur la balance en 2019. Car on dit que les Sénégalais attendent toujours le dernier moment pour agir, même pour acheter le mouton de la Tabaski. Et Tek Tekaral Bogis Tektalla conclut encore Nandité, le biétiste de Zoom Info. L'ami du président Macky Sall, tel quel ce matin dans Enquête, Abdoulaye Daouda Diallo, controversé ministre de l'Intérieur, maire de Boki Dialoubé et soutien fidèle du chef de l'État présenté par le journal Enquête. Dégâts collatéraux de la guerre fratricide d'Agé Jotna à Dakar Demdik, Daniel Sow éjecté, sa voiture Mercedes retirée et son délit selon Grand Place, c'est d'être trop visible dans la défense du bilan du président Macky Sall. Un autre fidèle à la politique et au président Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui déclare ce matin dans Le Soleil, jusqu'à mon dernier souffle, je ferai la politique. Dans Regard au quotidien, Aliou Sow remplace Ousmane Ngom à l'Assemblée nationale. L'exclusivité du journal Regard au quotidien vient clore un débat à propos de l'héritage du siège de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom démissionnaire, et un comeback au défi énorme, selon mon confrère. Le blocus de la Transgambienne fait la une ce matin du journal Le Quotidien. Macky asphyxie Diamé, titre le journal. Le président gambien supplie le Sénégal de lever le boycott. À Banjul se plaint auprès de la CEDEAO, renseigne encore Le Quotidien, relayé par la Tribune. Retour d'Ebola en Guinée, fermeture de la frontière gambienne. Macky entre deux feux, signale le journal. Et la Gambie, nous restons avec l'Observateur qui fait encore observer Boy Djiné. Maître Abdoulaye Tall, avocat de Baye Modou Fall, dit Boy Djiné, qui déclare dans le journal: Boy Djiné vit paisiblement en Gambie. Il n'a pas été incarcéré dans une prison gambienne. On refuse son extradition. Sa sécurité n'est pas garantie au Sénégal. Son accompagnant, qui a été rattrapé, aurait perdu l'usage de ses jambes, selon les révélations du journal L'Observateur. Dans Libération, c'est encore la justice. Lamine Diack, otage des juges français, sa demande de sortie du territoire encore rejetée, selon le journal. Tant que Massata ne se rendra pas, les 3 points de suspension largement explicités dans Libération ce matin. Le Témoin quotidien, général Mamadou Gueye Faye, au commandant de la gendarmerie nationale, parle dans le journal: le défi sécuritaire, notre ambition, nous ferons face aux menaces compte tenu de notre double référence militaire et sécuritaire. Les gendarmes seront fiers de défiler lundi devant le chef suprême des armées. Durant l'année 2015, 10 170 procédures établies pour crimes et délits, 13 tonnes de drogue saisies, 14 762 personnes arrêtées. Le général Gueye Faye qui fait le bilan de l'année dans le Témoin à quelques 72 heures du grand défilé du 4 avril. Crise dans l'enseignement supérieur, le ras-le-bol des parents d'élèves dans le populaire. Bakary Badiane parle, le président de la FENAPES qui hausse le ton, où les enseignants enseignent, où le gouvernement ferme les classes, déclare-t-il. Direct Info, directement dans les difficultés qui minent aujourd'hui l'éducation des enfants. Crise des valeurs au Sénégal, la famille s'effondre, titre le journal. Repère solidarité inexistante, parents démissionnaires, école décérébrée et une autorité en faillite font le lit d'une société sénégalaise malade, retient le journal Direct Info. Et Daoucho, le biétiste du journal, d'ajouter que la crise des valeurs frappe de plein fouet au Sénégal, générant des dégâts collatéraux énormes. Paraphrasant Feuillinois Achebe, nous disons que la famille s'effondre et les progénitures laissées à la merci des influences exogènes. Que faire dans un monde à l'envers où les vertus se font rares? Là est la question qui conclut le billet de Daoucho. Dans Sunulamba, Forman parle du manque d'adversaires de Yahya Diop Yekini. À la place de Yekini, j'aurais arrêté, déclare l'ancien lutteur à la une du journal Sunulamba. Battre Yekini n'est pas donné à tous. Il ne veut pas quitter sans victoire. Je ne pense pas que Bala l'affronte de nouveau, déclare encore le technicien dans le journal Sunulamba. Zoom Info ce matin qui tresse des lauriers aux hommes et femmes du petit écran. Zoom Info qui dit vouloir combler un vide. En cette veille de la fête de l'accession de notre pays à la magistrature suprême, votre canard Zoom Info tient à décerner une mention spéciale à des journalistes animateurs de la presse audiovisuelle qui méritent véritablement que leur nom soit inscrit au chapitre des lettres du monde et de la communication. Certes, ils sont nombreux à mériter une telle distinction, mais ils vont certainement nous excuser
s'excuser de ne pas souligner aujourd'hui leur talent connu des téléspectateurs pour le choix porté sur la télévision. Votre serviteur dans le Zoom de Zoom Info qui vide une longue liste pour combler un vide, dit-il. Bonne lecture à tous. Ousmane Sène, merci à vous pour cette revue de la presse et pour la réalisation de ce journal qui s'achève à l'instant. Un grand merci du côté technique à Aïssatou Diagne et à Ramatoulaye Sall Diop. Merci camp esthétique à Aminata Mbaye. Retrouvez à 14h Fatoumata Sey pour l'édition Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Votre fidélité, notre fierté.